La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité, c'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai, identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire », et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale. Voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible. Émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses, retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagements, souvenirs, opinions des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations.
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font que t'épuiser, à dire oui par peur de manquer quelque chose. Mais le coût de ce ne rien manquer est de se perdre soi-même. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque avertissait que la vie s'échappe pendant que tu la remplis de ce dont tu n'as pas besoin. La simplicité n'est pas pauvreté, c'est force sélective. Tu choisis ce qui a du sens et tu laisses aller tout ce qui vole de l'énergie et de la clarté. Pratiquer la simplicité est un acte de rébellion intérieure. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de couper avec l'idée que ta valeur dépend de combien tu accumules ou combien d'expériences tu peux montrer. La vraie force se construit dans l'espace que tu laisses libre pour l'essentiel. Tu peux noter la différence lorsque tu nettoies ton environnement et que tu commences à mieux respirer, lorsque tu refuses une invitation inutile et que tu ressens un soulagement dans ton corps, lorsque tu décides de ne pas donner ton avis dans toutes les conversations et que tu remarques que ton esprit devient plus léger. La simplicité n'est pas sacrifice, c'est une stratégie de survie mentale. Ne confonds pas abondance avec plénitude. Ce qui remplit souvent étouffe. Ce qui est en trop stagne. Le véritable exercice stoïque consiste à te poser la question sans peur, cela ajoute-t-il ou cela occupe-t-il simplement de l'espace? Chaque objet, chaque pensée, chaque relation devrait passer ce filtre. Il n'y a pas de bien-être possible dans la saturation, seulement de la fatigue déguisée en activité. Choisis la simplicité, même si cela te dérange, même si tu penses que tu deviens invisible ou moins précieux en ayant moins. La force se remarque dans l'espace que tu défends, pas dans ce que tu accumules. Simplifier n'est pas abandonner, c'est récupérer le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Vivre simplement, c'est vivre fort. L'accumulation est une fuite silencieuse de pouvoir. La simplicité est le muscle de la clarté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.